Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On est en petit comité, on va être entre nous. On va démarrer du coup le cas d'école sur la thématique culture et RSE. Du coup, je remercie chaleureusement les deux entreprises qui ont accepté de témoigner. Je vais animer ce temps avec mon collègue Emmanuel Gaudin. Et donc merci à Pascal Pinault de l'entreprise Arest et Magali Jost, donc de l'entreprise Nature et Aliments. On va en gros découper ce temps en 3 parties. On va introduire rapidement la démarche avec Emmanuel, vous rappeler un peu le cadrage, comment on est venu à faire cette démarche de plan d'action culturelle en entreprise. Donc c'est une démarche qui est au début, qui est en expérimentation, donc on va vraiment vous livrer un point de départ. Et puis après, on passera vraiment sur le cas concret, les témoignages, avec la présentation un peu générale de vos deux entreprises, comment on a mis en place ces plans d'action, où est-ce qu'on en est, et puis il ne faudra pas hésiter aussi si vous avez des questions. On n'est pas beaucoup, donc voilà. Alors du coup, très rapidement, cette démarche, elle s'est formalisée en fait par la création d'un groupe culture et RSE au sein de la plateforme de la métropole nantaise, et avec le postulat de dire voilà, on a envie que la culture soit une thématique forte des stratégies de RSE. Et donc on a créé ce groupe de pilotage dans lequel vous avez des entreprises, des institutions culturelles, des institutions. Et l'idée, voilà, c'était de réfléchir ensemble à comment on va davantage introduire la culture dans la RSE. Et en fait, ce qu'on s'est dit très rapidement, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien en fait, mais on a 3 axes de travail dans ce groupe. La question des pratiques culturelles dans le monde du travail, la culture en tant que levier pour développer l'ancrage territorial d'une entreprise, et pour finir, tout ce qui est contribution des artistes à la vie de l'entreprise. Ça, c'est les 3 axes. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce groupe a vocation vraiment à produire des outils un peu concrets, duplicables, que les entreprises puissent vraiment s'approprier. Et donc on s'est dit, il faut tester ça de manière très concrète. Et on a 2 entreprises qui ont accepté d'être cobayes. Donc pour faire quoi? Donc pour mettre en place un plan d'action culturelle au sein de l'entreprise. On ne s'est pas basé non plus sur rien. C'était assez nouveau comme démarche, mais en gros, on a aussi lancé une enquête auprès d'entreprises du territoire pour essayer de comprendre et voir comment ça réagissait au niveau de cette thématique culture. Donc c'est une enquête qualitative. On a 26 entreprises qui ont répondu et on s'est rendu compte que plus de la moitié intégraient la thématique culture au sein de leurs enjeux, de leurs projets, de leurs stratégies, et qui avaient un vrai intérêt pour la démarche d'expérimentation de plan d'action culturelle et un vrai intérêt pour la démarche culture et RSE. Donc voilà, c'est on va dire un bon début. Alors l'autre point, effectivement, qui ressort assez souvent, c'est mais en fait, c'est quoi la culture? Quand on est venu présenter au sein des 2 entreprises, c'est quand même une question qui revient assez régulièrement. Je reviens un peu sur le préalable de la démarche, mais l'idée, effectivement, c'était d'appuyer sur le pilier culturel et son importance au sein du développement durable. Donc, effectivement, on peut avoir une définition assez large et anthropologique de la culture. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les objectifs de développement durable. Mais nous, très pragmatiquement, ce qu'on dit, c'est voilà, la culture, ça recouvre 8 filières que vous avez là. Vous les voyez ou pas? Ouais. Donc ça va de l'architecture aux jeux vidéo, en passant par la lecture, le livre, les arts visuels, le spectacle vivant. Donc voilà, on est sur vraiment ces 8 filières. Est-ce que tu veux dire un mot sur la place de la culture dans le... Alors, sur ces filières-là, c'est certain. Et encore de manière plus pragmatique, nous, on travaille au sein de la Direction générale à la culture Ville de Nantes, ce qui veut dire qu'on a des chargés de mission, on a une organisation spécifique et des référents et des domaines qu'on suit. Donc, par exemple, sur
le Muséum d'histoire naturelle fait partie du secteur. Donc ça veut dire que sur ces questions-là, il y a aussi des liens qu'on doit pouvoir développer. Donc on rentre pas dans les 260 définitions de la culture, c'est pas du tout ça, c'est qu'est-ce que nous, on est en capacité de pouvoir toucher et comment est-ce qu'on peut accompagner en fait, sur une démarche avec les entreprises, quels sont les secteurs sur lesquels on peut trouver des croisements. Voilà, et tu voulais me faire parler sur autre chose en fait. Ah oui. Alors, elle est tellement longue cette histoire de la culture en entreprise que je ne vais pas en parler en fait plus de 10 secondes. Globalement, il y a toute une série d'expérimentations qui ont été faites, je dirais pas depuis le Moyen-Âge, parce que les cerfs, je ne sais pas s'ils étaient en capacité de s'émanciper par la culture. Mais par contre, à partir du 19e, on a quand même une forte sensibilité au fait qu'il puisse y avoir la présence de la culture au sein des entreprises soit extrêmement décisive et déterminée. Alors, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, comme à Nantes pour la Tourlue, avec autour du marketing. En fait, en gros, on est sur du marketing culturel. Mais au plus loin, il y a aussi des ateliers de théâtre dans les entreprises. Il y a des foyers d'émancipation qui sont créés. Et globalement, ces actions-là ont perduré d'une manière militante de 50 à 70 et à partir de 80 ont commencé à s'essouffler progressivement pour devenir plutôt des zones autour du loisir simplement, de la consommation, donc des réductions pour partir en vacances, etc. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas ça, c'est juste un constat en disant, voilà, l'action culturelle au sein des entreprises a disparu progressivement. Donc tout l'enjeu, en fait, maintenant, est de se dire qu'est-ce qui reste, quels sont nos points d'appui et comment, dans le cadre de la RSE, on est en capacité de retravailler ces questions qui sont liées, alors d'une manière résumée, avec Pascal, on disait ça, c'est autour du bien-être, mais il y a des normes en production, il y a un ensemble de littérature qui est en train de se déterminer sans le secteur culturel. Donc là, par contre, il faut vraiment qu'on soit extrêmement présent parce qu'il ne suffit pas juste d'aller planter une action chorégraphique dans une entreprise pour que tout de suite le salarié soit transcendé. Il faut que ça puisse correspondre aussi à une volonté des salariés et de l'entreprise, et c'est ce dispositif-là qu'on souhaite expérimenter cette semaine, le mois prochain, enfin voilà quoi. Oui, c'est exactement ça. On considère l'entreprise c'est une collectivité de travail, il y a le travail, il y a aussi ce qu'on fait autour. Et effectivement, au même titre qu'une entreprise va pouvoir développer des stratégies autour du pilier environnemental, du pilier social, nous, on essaye vraiment d'affirmer que le pilier culturel est fondamental à ce niveau-là. On va passer sur la phase plus de temps d'échange et de témoignages. Est-ce que vous voulez bien... Pascal, vous pouvez commencer, vous nous présenter rapidement votre entreprise, ses missions, ses enjeux et comment on s'est rencontrés, comment a démarré la démarche. D'accord. Oui, bonjour. Donc, Pascal Pinault, je suis dirigeant d'un bureau d'études structure. En fait, on est basé à Nantes, Cholet et Niort. On est une soixantaine. Donc, un bureau d'études structure, c'est des ingénieurs béton, métal, bois. Et c'est des projeteurs qui font les dessins d'exécution pour les plans de ferraillage ou d'appel d'offres pour les chantiers nantais ou Pays de Loire. On est dans les marchés publics avec les écoles, les collèges, les bâtiments comme ici, ou dans le secteur privé, dans les promoteurs avec les immeubles sur Nantes, en fait, bien sûr. Et l'industriel, on fait énormément d'industriels comme Sodebo, Fleury-Michon, Bordeaux, Chanel, Pasquier, enfin, etc. Ils y passent tous. Donc nos ouvriers, enfin, moi, historiquement, en fait, lorsqu'on a créé l'agence, l'humain a toujours été important pour nous. Et dès la base, c'est ce qu'on faisait remarquer, c'est qu'on est parti d'un dessinateur et de l'espace qu'il avait besoin pour travailler, pour créer après un ensemble de bureaux, de circulation, de patios. Et après, on a fait l'enveloppe du bâtiment. Parce que souvent, on fait un bâtiment et on rentre les petites cases et à la fin, il ne reste pas grand-chose. Alors qu'on a fait complètement la démarche inverse. On est parti de l'homme, de l'humain.
Et on a fait une enveloppe de bureau qui est très sympa, mettons, pour travailler, parce que c'était ça dans les années 2000, c'était il y a 20 ans quand même. Et après, on a toujours essayé dans le souci de bienveillance entre nous, parce qu'on subit une pression énorme des chantiers, vous savez, ça ne va jamais assez vite. Nos projeteurs, nos ingénieurs sont toujours en retard. Et pour subir cette pression, il faut qu'ils aient un bien-être au boulot. Moi, un salarié, il doit être content de venir chez nous. Et donc, on les écoute. Enfin, je les écoute depuis plus de 20 ans, ça fait 30 ans. Et en fait, on a commencé par les 35 heures. On a commencé à se dire il faut qu'on ait moins de pression, moins de travail pour avoir du temps libre. Alors après, on a fait l'intéressement. On a 25% des résultats de la société sont partagés à tous les salariés. Donc ça leur fait un 13 ou 14e mois. Après, on a développé le sport. Donc on a créé une vraie salle de sport, mais ce qui s'appelle une salle de sport de professionnels, avec 3 coachs qui viennent par semaine. Et cette salle, on s'est dit, mais les bureaux, c'est pas fait pour fonctionner 5 jours sur 7, c'est fait pour fonctionner 7 jours sur 7. Donc on a une salle de convivialité, la salle de sport. Les gens peuvent venir le week-end avec des amis ou la famille. Aujourd'hui, la salle de convivialité, elle est prise presque tous les week-ends par des baptêmes. On a fait des mariages, on a fait des fêtes de famille, des 40 ans, des 50 ans, des 60 ans. Et en fait, les gens, ils s'approprient le lieu, en fait. Moi, je veux que notre agence, c'est leur agence, en fait, aujourd'hui. Donc, on a fait un méga barbecue, il y a des barnums, tout ça, en fait, pour que leur bien-être fait qu'on a un travail, mais nous, on est un bureau d'études, on n'a aucun commercial chez nous. On n'a aucune dommage commerciale parce que les gens font tellement du travail de qualité, ils sont reconnus comme de la qualité, que les entreprises viennent nous voir parce qu'en fait, on est connus comme des gens déjà agréables, détendus, mais on est bosseurs comme on ne peut pas imaginer, en fait. Parce qu'en fait, on a trouvé cet équilibre du travail, de la convivialité, et ça fonctionne, en fait, parce que nous, c'était pas aujourd'hui la démarche RSE, parce que moi, je ne sais même pas ce que veut dire RSE, en fait. Je l'ai fait toujours avec mon cœur, et depuis 20 ans, ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a des nouvelles idées. Maintenant, on a une concierge, on a Lydie qui vient repasser le linge des salariés. Donc, parce que chez nous, on avait des remarques, on disait, on travaille, toi, tu rentres à la maison, ta femme repasse. Je dis, je repasse le linge de tout le monde, et puis c'est tout. Donc on a Lydie qui est là pour rendre des services aux gens. Celui qui veut faire sa vidange, elle vient, elle prend sa voiture, elle va mener à la vidange. Le ménage, le repassage des salariés, c'est phénoménal. Parce que même les épouses de mes salariés, ils viennent me voir pour dire merci, parce que c'était quand même une sacrée idée, quoi. Donc on reste toujours dans cette idée-là. Alors c'est ce qu'on dit, maintenant on arrive un peu, on a fait beaucoup de sport, on fait moins de travail, on fait le linge, et qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Et le hasard fait que je reçois un appel. Et puis on me dit, pourquoi on ne ferait pas de la culture dans les sociétés? Et c'est vrai que moi, ça fait tilt. J'ai dit, c'est la suite logique de la bienveillance, du bien-être d'un humain dans une société où aujourd'hui, on ne fait pas que travailler, il faut autre chose. Et ça, je pense que c'est un vrai plus qui va arriver. On a donc... est-ce que j'explique même déjà la démarche? Comment ça s'est passé? Vous êtes venus, vous m'avez expliqué l'idée. Et j'ai dit, banco, on va aller plus loin. Vous allez présenter votre idée à l'ensemble des salariés. Donc pendant la pause d'un café, tout le monde est venu. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, dans notre métropole culture? Et ça s'est bien passé déjà. Et donc ils ont maintenant subi tout un questionnaire que j'ai subi moi aussi. Ce questionnaire était intéressant, même un peu déroutant à des fois. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et maintenant, on en est rendu à la phase de hier, ils ont présenté le bilan pour moi, mais qui va être présenté aux salariés en janvier. Et après, on va développer, ils vont nous présenter les plans, les idées. Enfin, il y a un pack, je ne sais plus comment c'est déjà. Ouais, vous en parlez après. Donc, on arrive dans cette démarche-là où maintenant, on va proposer des activités. Alors, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, parce que c'est dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens. Non, ça commence à être cadré, mais je sais que ça va être très concret, en fait. Et je sais déjà que ça va marcher au sein des salariés, quoi. Vous avez remarqué que Pascal est extrêmement rapide. Ça veut dire que maintenant, c'est fini. Il a tout raconté, donc on peut passer à autre chose. Aller prendre un café. Non. Tout va très vite. Ouais, c'est ça. Bon, on va peut-être Nature et Aliments quand même. Alors, donc, moi, je m'appelle Magali Jost. Donc, je suis co-dirigeante d'une entreprise agroalimentaire, donc, qui s'appelle Nature Aliments,
qui est une entreprise familiale et centenaire, et on fabrique des produits biologiques en poudre, donc c'est-à-dire soit des préparations pour dessert, soit des aides culinaires comme du sucre vanillé, de l'agar-agar, et puis des préparations salées. Donc nous, la culture, en fait, elle a fait partie de l'histoire de l'entreprise. Alors c'est vrai que quand on voit l'image lue, elle a été créée en 1913, l'entreprise, donc forcément, on était dans ces mêmes moments. Et les affiches, l'illustration était quelque chose de très important. Et durant l'histoire de l'entreprise, on a eu la chance de travailler avec un illustrateur connu, qui est Georges Morin, qui est un illustrateur nantais, qui a fait le Bibendum de Michelin. Il est peut-être plus connu que Mademoiselle Plaisance, mais voilà. Donc ça a permis de toucher aussi ce côté artistique dans des produits alimentaires qui sont importants pour l'image que l'on veut transmettre. Ensuite, la culture chez nous, elle a été importante dans des passages ou des moments forts de l'entreprise. Quand on a fêté notre centenaire, on a voulu avoir une image, ou en tout cas des moments forts de ce passage de génération et cet anniversaire qui est assez fort, 100 ans pour une entreprise. Et on a mis en place avec la Samoa un concours d'artistes de différentes œuvres autour de l'entreprise qui avait comme thématique les 100 ans d'une entreprise. Donc c'est vrai qu'on a mené toujours des projets. On a eu aussi tout un travail avec une association qui s'appelait Tandem en 2015, qui avait pour vocation de faire rencontrer des artistes avec les entreprises et de mener des projets artistiques. Donc voilà, notre culture, ou en tout cas notre stratégie RSE sur la culture, elle n'est pas formalisée. Elle est plutôt opportuniste, parce que ça a été soit des envies de projets comme les 100 ans, qu'est-ce qu'on peut faire autour. On est venu nous rencontrer pour nous proposer des projets de partenariat avec des artistes et on a trouvé ça très intéressant. Mais on n'a pas écrit une politique culturelle de l'entreprise, comme on peut avoir une politique d'achat responsable, comme on peut avoir une politique RH, comme on peut avoir une politique environnementale. Mais sur ce volet-là, on est plutôt participatif, mais on n'a pas encore écrit ce que c'était qu'une politique culturelle. Et un autre volet important pour nous dans la notion de culture, quand vous présentiez les 8 filières, c'est celle du patrimoine. Parce que vous imaginez bien qu'avec 100 ans d'existence, 100 ans dans la même famille, on a accumulé beaucoup de choses, beaucoup de vieilles machines, beaucoup de vieux écrits, beaucoup de vieux outils de marketing, beaucoup d'affiches, beaucoup de publicité. Et ça, c'est du patrimoine d'histoire, du patrimoine de l'industrie. Et nous, on a eu à cœur de le présenter plusieurs années aux Journées du patrimoine. Et on a toujours à cœur d'ouvrir notre entreprise pour montrer aussi tout ce patrimoine industriel qui est aussi important pour les Nantais, puisqu'on traduit un moment d'histoire de la vie industrielle nantaise. Donc nous, c'est une valeur qui est assez forte pour nous, cette filière patrimoine de la culture. Et d'ailleurs, on va avec l'association des hommes et de la maison des hommes et de la technique participer à une exposition 2022 sur Nantes, ville industrielle du passé, d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est important de laisser une trace et j'allais dire pour nous ça reste le vecteur le plus important. Mais ça c'est ma vision en tant que chef d'entreprise et d'actionnaires familiaux. Et il y a aussi le côté culturel pour les salariés. Donc ce côté-là, ça a été de participer au projet de l'entreprise. Et nous, il est réduit à des chèques culture qu'on offre à Noël. Donc pour l'instant, on est plus pauvre que vous sur ce volet-là. Mais voilà, on s'est vraiment plus posé la question de la culture pour l'entreprise. Ce que ça va aller apporter en tant qu'entité entreprise. Et côté salarié, c'est ce qu'on espère qu'on va pouvoir faire ressortir, notamment avec le travail RSE et culture. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade ou pas? Faut pas hésiter. Non. Du coup, on va essayer de vous présenter très concrètement ce qu'est un plan d'action culturelle en entreprise et les différentes étapes. L'idée, c'est d'avoir un protocole, en fait, quelque chose de ce qu'on disait en introduction, mais de duplicable, de clair. Et je vais laisser Emmanuel présenter. On n'avait pas fait un schéma? Si. Ah, ouf. D'accord. Alors, vous voyez bien qu'il y a deux entreprises qui sont vraiment sur des typologies différentes. Bon, tous les deux, vous travaillez autour de la poudre, c'est du béton ou alimentaire, peu importe. Il faut quand même qu'on trouve un lien. Vous êtes Sud-Loire, vous faites de la RSE sans le savoir, vous faites de la RSE consciente. Enfin, voilà. Et après, sur le secteur culturel, oui, on était sur des typologies d'entreprises qui ont besoin d'une transmission patrimoniale et d'une valorisation patrimoniale. Dans le cas d'Arest, c'est pareil. Il y a une histoire en fait qui est peut-être récente, mais qui a besoin d'être structurée. Et Pascal, quand il est arrivé, l'avait très bien formulé, à savoir que il y a celui avec lequel vous avez monté l'entreprise, en fait, qui est une personne qui était essentielle dans la composition de l'entreprise. Et cette transmission-là commence dès maintenant. C'est-à-dire que le rangement qui vous est difficile en ce moment, parce que ça fait 100 ans, Pascal, il va le commencer avant, en fait. Et comme ça sera beaucoup plus facile après. Non, mais il faut faire le ménage au fur et à mesure. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un projet alors, PACE ou PACHE, comme vous voulez. Nous, on vient d'un secteur, en fait, celui des collectivités, qui travaille à faire des diagnostics territoriaux culturels. Des diagnostics culturels. Donc, globalement, on prend la mesure d'un territoire, ses forces, ses faiblesses, les présences, les manques, et on essaie d'adapter, du coup, une action publique sur ce territoire-là, un diagnostic. On s'est dit que cette méthode-là, globale, on pouvait l'appeler, peut-être la poser auprès des entreprises. Donc, on passe à une phase de diagnostic, mais alors quand on passe du diagnostic, c'est vraiment pas aller écouter ce que veut le chef d'entreprise seulement, c'est aussi prendre en compte l'ensemble de son environnement et des salariés en particulier. Donc cette phase de diag, elle passe par des entretiens directs, donc pour se mettre d'accord sur le cadrage. Globalement, on vient vous voir, on vous présente la démarche, vous dites oui, non. Pascal, vous avez vu, il est hyper rapide, il a dit ok, allez hop, c'est parti, demain. Et ensuite, on part sur un questionnaire. Il y a un questionnaire qui est un questionnaire important qui s'appelle la pratique culturelle des Français, qui est produit par le ministère de la Culture depuis à peu près 20, 30, je ne sais plus quelle est la date exacte, mais à partir duquel on peut modéliser 2-3 choses. Donc on s'est appuyé dessus et en partant de ce questionnaire allégé, on a produit combien, je sais pas, 80 questions peut-être. En tout cas, c'est pénible d'y répondre. Mais une fois qu'on y a répondu, ça permet de dessiner en fait globalement une bonne photographie des pratiques culturelles des salariés, privés évidemment. Nous, on garantit que ces questionnaires-là soient remplis de manière anonyme, qu'ils soient anonymisés, qu'on ne parle jamais aux chefs d'entreprise ou à leurs collègues des réponses. Parce que mine de rien, c'est quand même finalement d'une intimité assez grande, donc on garantit la confidentialité. À partir de ça, on fait une synthèse, donc ça c'est ce qu'on vient de terminer avec Pascal, et on passe ensuite aux entretiens directs. Donc là, globalement, l'idéal ce serait de refaire un entretien complémentaire, parce qu'il y en a qui hésitent à répondre à ce questionnaire-là, ou qui disent peu de choses, et on sent bien, en fait, il y a des éléments qu'on doit pouvoir aller chercher plus profondément. Et puis dans cette phase d'entretien également, on commence à parler des souhaits du salarié sur les actions culturelles qu'il aimerait, ou quels sont les manques, ou qu'il verrait même globalement pour l'entreprise. Donc en fait, globalement, on fait une grande récolte. Nous, on a fini cette phase d'entretien direct. Globalement, on les était par groupe de 2 ou une personne, parfois 3, en rapprochant des profils qui ont des compétences ou des expériences équivalentes. Et donc, on arrive petit à petit à cette synthèse-là. Donc là, on a déjà un stock en fait, de souhaits des salariés. On a les souhaits de l'entreprise. On va rentrer à la phase d'écriture et de travail sur le calendrier, globalement, avec un choix d'action qui sera présenté aux salariés, qui eux-mêmes vont pouvoir interagir dessus.
Et on devrait arriver à un séquençage pour 2 ou 3 ans. Voilà. Donc cette élaboration, nous, on est rendu au point 3, si vous voulez. En ce moment, on ne peut pas tellement dire plus, même si on a quelques idées. Voilà. Pascal, vous voulez peut-être parler un petit peu de cette phase-là, comment ça s'est passé ? On a toujours une certaine inquiétude de la part des salariés. Ils viennent vous voir pour dire, mais ce questionnaire, certains ont commencé 2-3 minutes en se disant, mais c'est quoi ? Donc on les encourage, il faut persévérer. On était venus quand même ouais. avant au café pour présenter un peu les bien choses. Expliquer. Mais après, on remarque que 100% des salariés ont répondu au questionnaire au final. Donc on ne savait pas si... Parce que c'est un peu un pari. Lorsque nos amis viennent nous voir et puis ils présentent leur plan, on s'est dit, mais moi, des fois, j'essaye de faire des choses dans les salariés, et des fois, je me plante. Et je comprends très, très vite que je me plante. Donc, je lui ai dit, là, je vous laisse carte blanche, je vous ouvre les portes de la société, mais débrouillez-vous pour que ça fonctionne. Et moi, je ne sais pas si ça allait marcher ou pas. En fait, c'est eux qui ont décidé. Et quand 100% des salariés répondent, c'est qu'on comprend tout de suite l'intérêt. Moi, je me dis, ça va être 1 sur 2, allez, 1 sur 3, j'en sais rien. Et quand c'est 100%, je me dis, peut-être qu'on est sur le bon élément et on va aller jusqu'au bout. Parce que j'ai toujours écouté mes salariés. Et si on voit que l'interrogaison, c'est que c'est la bonne voie. Et ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que la présentation, ça va être vraiment du concret, quoi. Parce que franchement, je ne sais pas où j'allais. Là, plus je discute avec vous, plus je comprends qu'il y a déjà un intérêt de mes salariés. Donc ça sera forcément bénéfique. Et c'est assez surprenant ce qui en ressort, mais ça va chambouler l'entreprise. Ça va être une nouvelle image. Et comme en plus, nous, on a un passage où les architectes viennent chez nous, les entreprises viennent chez nous. Quand ils viennent déjà faire chez nous, nous voir, déjà, ils sont surpris de l'ambiance positive. Souvent, on me dit, mais quel positif qu'il y a dans cette société. Tout le monde est bienveillant. C'est vrai que ça fonctionne, il faut y croire jusqu'au bout, même s'il y a toujours des petits couacs, parce qu'on a une pression énorme. Mais ça va apporter autre chose. On va pas parler. Moi, j'ai vraiment envie de parler de ce qu'on a parlé, mais je me retiens. C'est ça, on n'en parlera pas. Mais c'est vraiment concret. On va tricher peut-être un peu. Et ça va nous marquer, et ça sera dans la vie de la société un élément, une nouvelle direction, et j'en suis super ravi. Nous, alors c'était pas 100%. Il faut qu'on monte, c'est 98% qui ont répondu. Oui, mais c'est parce qu'ils savaient. Ouais, c'est ça. Ils savaient pas comment faire. De timing. Nous, on a été surpris aussi en fait de l'accueil de l'ensemble des salariés, et sur les entretiens, on a été très très surpris de voir le niveau d'engagement et de réponse directe en fait qui était possible. Quand on garantit, à mon avis, quand on garantit la confidentialité, déjà c'est essentiel. Et puis on voit bien qu'ils sont extrêmement ouverts. Donc alors peut-être qu'on a eu du bol, mais en l'occurrence, on verra, voilà, avec nature et aliments. On a un panel de gens classiques. C'est pas on n'a pas un grand niveau peut-être de culture, mais il y a des ingénieurs, mais il y a beaucoup de projeteurs. Donc c'est des gens ils ont le bac plus 2, mais je pense que ça change rien. Je pense que c'est à l'échelle de toutes les sociétés. Ça n'a rien à voir, les pratiques culturelles ne sont pas forcément liées. Par contre, Pascal, quand on est arrivé, il dit, moi la culture, je ne sais pas ce que c'est, j'y connais rien, en gros. C'est l'opéra. Voilà, c'est ça. Non, je déteste l'opéra, tout ça. Bon, bref. Alors après, oui, on est sur la définition, mais il disait, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de salariés qui fassent de la culture. Oui, exact. Et là, par contre, ce qui permet en fait ce questionnaire et cette synthèse nous permettent de voir sincèrement que les pratiques culturelles sont extrêmement, mais d'une diversité folle. Simplement sur les pratiques musicales, déjà, voilà, apparaissent un ensemble d'éléments tout à fait passionnants sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer. Par exemple, on s'est rendu compte que l'entreprise recelait de spécialistes de la BD, alors pas simplement des consommateurs de BD, mais des historiens de la BD. Exactement la même chose sur la question du jeu vidéo. On a des historiens du jeu vidéo, on n'est pas simplement sur de la consommation pure. Enfin voilà, il y a un ensemble d'éléments qui sont des pratiques privées, on est bien d'accord, mais pour autant qui ont une potentialité de rencontre au sein de l'entreprise. Quelques-uns ont montré leur motivation
pour essayer qu'il y ait une transmission ou de collaborer à des actions. Enfin, voilà. Il y aura des échanges après. Il va y avoir des gens qui vont vouloir transmettre un peu leur culture, de chacun a sa propre culture en fait. Et l'échange qui va se créer va encore créer une boule de feu chez nous, c'est sûr et certain. Donc tout est positif. Donc là, par exemple, ce que Pascal voulait pas vraiment dévoiler, c'est comme autour de la BD, on s'est rendu compte qu'il y avait des... c'est ça, hein C'est ça. Autour de la BD, il y avait quelques fous furieux. Alors, on va probablement travailler avec la maison Fumetti pour mettre en place peut-être déjà une première bibliographie générale, en fait, ensemble, et travailler avec les salariés Fumetti et voir comment on peut tirer des fils là-dessus. Bon, voilà. Magali, peut-être, alors on n'est pas sur la même phase du patché. D'ailleurs, je vous ai épargné, mais nous avons un magnifique schéma. Donc avec Magali, on est plus sur la première phase de ce plan. Alors peut-être, est-ce que tu peux réagir? Alors c'est vrai qu'on a pas mal avancé là de jetons avec Pascal, parce qu'on est sur... on a davantage avancé, mais là, l'idée, c'est de lancer les questionnaires plutôt en début d'année, c'est ça? C'est ça. Alors, moi, quand j'ai reçu le questionnaire, j'ai eu peur. J'ai dit, on ne peut pas raccourcir. Donc, j'ai compris que c'était toute une méthodologie. Justement, pour arriver à faire sortir les idées, il fallait avoir toutes ces questions. Donc, je dis, clairement, on ne peut pas donner ce questionnaire comme ça aux salariés. Donc... l'idée, on a notre galette le 17 janvier, de mémoire, je crois. Et donc, vous allez venir pour présenter le projet et du coup, présenter aussi le questionnaire que chacun va répondre. Alors, je n'ai pas de doute, je pense qu'ils vont tous répondre. Généralement, quand on fait des questionnaires, que ce soit les risques psychosociaux ou s'ils apprécient le sport qu'on fait dans l'entreprise, tout le monde répond. Et tout le monde n'a pas peur de dire on est content ou non, ça ne va pas. Donc, on est vraiment sur une équipe, je ne doute pas qu'il y ait des réponses. Et j'espère trouver des talents cachés, justement, de la part des équipes. Mais je vois, là, on travaille... donc, nous, on est passé en entreprise à mission, là. Et sur nos différents objectifs, on a demandé aux équipes d'émettre des idées d'action. Et notamment, ces journées du patrimoine ressortaient. Donc, je pense qu'ils seront en capacité d'avoir pas mal d'idées. Mais c'est vrai que c'est quand même moins... facilement accessible la culture que l'environnement ou le social où on est dedans dans l'entreprise en continu. Donc là, arriver par l'apport de la culture dans l'entreprise, c'est vraiment plus habituel, en tout cas, je pense aujourd'hui. Donc pour moi, une entreprise contributive, c'est aussi une entreprise qui va un petit peu sur tous les volets de la société, parce qu'après tout, on est une micro-société, vous l'avez dit, et on a aussi un rôle à jouer avec l'ensemble des parties prenantes, et les salariés sont une partie prenante, et aussi l'environnement qu'on a autour. Donc je pense que c'est un beau projet, et j'ai hâte d'être la galette. Merci. Il nous reste... est-ce que je vais réitérer... est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vais la répéter au micro. En fait, je peux lui donner le micro. Ça va être plus simple. Ça t'embête pas? Oui, non, pas de souci. Bonjour. En vous écoutant, je me posais la question en quoi, et c'est le sujet, en quoi la culture elle a une contribution différente par rapport à la RSE de l'entreprise. Et dans les premiers échanges autour de la bande dessinée, je me disais, est-ce que finalement, c'est pas ce qui fait sens, ce qui définit chacun des collaborateurs de plus intime finalement. J'ai envie de définir moi, la culture comme quelque chose d'assez intime, qui est personnel à chaque salarié. Et finalement, en ce sens, est-ce que la culture, elle n'a pas une contribution d'une valeur encore plus ajoutée par rapport à la RSE d'une entreprise, par rapport à l'environnement ou au social, par exemple? Alors pour moi, c'est pas en plus de la RSE, hein, ça fait partie de notre responsabilité sociétale d'entreprise. Donc ça vient parmi les différentes parties du puzzle que constitue une entreprise.
Donc, par contre, quand on lit tous les référentiels RSE, c'est pas quelque chose qui ressort vraiment. On parle d'ancrage territorial, mais il y a plein de façons de faire de l'ancrage territorial. Donc, la culture en est une, mais je pense que c'est une politique comme on pourrait décider d'avoir la politique environnementale. Et ça, c'est un des points, moi, que j'attends aussi. C'est-à-dire, comme j'ai très bien écrit ma politique RH ou ma politique d'achat responsable, j'espère que j'arriverai à écrire une politique culturelle de nature et aliments. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que la culture, c'est quand même un monde un peu à part, qu'on consomme aujourd'hui quand on n'est pas musicien dans l'âme c'est plus, moi je le vis comme que je la consomme plutôt que j'en fais. À part quand je fais les journées du patrimoine mais on trouve que aujourd'hui je trouve que la culture c'est un monde qui est pas celui de l'entreprise au final, c'est deux mondes un peu éloignés. Et l'idée, c'est de pouvoir le refaire rentrer, parce que quand vous avez en trois photos montré l'histoire, elle était présente déjà dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se limite à un CE, et puis on consomme la culture parce qu'on ne sait peut-être pas non plus la remettre au cœur de l'entreprise. Donc je ne la verrai pas en plus de la RSE, mais je la verrai dans la RSE comme la brique environnementale, la brique sociale. Mais l'environnemental, vous l'appliquez à votre métier. C'est ça. Le social, c'est dans le métier. La culture, aujourd'hui, ça ne se vit pas comme dans le métier. Donc ça pourrait, mais il faut que ça s'apprend. De toute façon, on est en train de défricher. Hein. On voit bien en tirant des fils, en fait, au fur et à mesure, qu'il y a quelques éléments qu'il va falloir qu'on ajuste. C'est évident. Sur la question de l'intimité, oui, c'est extrêmement troublant. Alors, on ne peut pas révéler ce qui se passe pendant les entretiens, mais on est sur des formes, en fait, contrairement au sport, en fait, le secteur culturel, lorsqu'il s'applique à une personne, va toucher son intimité, sa pudeur. Il y a de la pudeur autour de ces questions-là. Et c'est pour ça que, globalement, on ne sait pas qui fait quoi, qui écoute quoi, qui voit quoi, où il va, ce qu'il produit, et il ne souhaite pas d'ailleurs peut-être en parler. Si jamais c'est confidentiel, il peut en parler, par contre il ne souhaite pas qu'on en parle à l'extérieur, et peut-être même qu'il ne veut pas qu'il y ait une intrusion en fait, entre l'entreprise et sa vie privée. Donc tout ça, ce sont des points de négociation en fait, avec le salarié aussi, à savoir que bon, bah ça reste entre nous, et puis on n'en parle pas du tout, mais par contre, si jamais ça fait sens pour 10, 15 personnes, on peut revenir vers elles en leur disant, bon, il y a quand même, vous n'êtes pas seul sur ces questions-là, on doit pouvoir travailler, et vous allez y trouver un intérêt, ça restera votre pratique intime, ça restera quelque chose ça restera pudique, mais pour autant, il y a quelques leviers qui peuvent être essentiels. Bon, pour pas tout dévoiler, mais il y a quelques salariés qui ont pleuré pendant les entretiens. Ça, oui, on voit bien que c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est rarement sur le sport. Enfin, si, on peut pleurer de douleur, mais c'est pas la même chose. Nous, ce qu'on a constaté pour essayer de bien le faire comprendre, à savoir que lorsqu'il y a un coach sportif qui arrive dans l'entreprise, il prend le salarié qu'il n'a jamais rencontré. Il lui demande s'il a mal au dos, au genou, quelle est sa configuration, combien de temps il a fait du sport, qu'est-ce qu'il souhaite faire, ce sur quoi il est allergique, etc. Bon, en fait, il pose un diag, et puis après, il dit va falloir s'entraîner 1, 2 ou 3 fois par semaine, et il va falloir rectifier ça, quel muscle vous voulez développer, bon, peu importe. Globalement, c'est à peu près la même démarche. Parce que la pratique culturelle, c'est pas venir et dire voilà. Ils rencontrent enfin un créateur et ça va bousculer leur vie, ça va les renverser. Ça n'existe pas, la rencontre fortuite avec la toca du chef d'entreprise qui va dire « Ok, bah, moi je bosse avec eux parce que je trouve ça beau et puis ça va changer mes salariés. » Non, nous on pense que ça ne marche pas comme ça. Et donc il faut trouver des forces d'entraînement, des points d'appui, etc. D'où la question du calendrier qui est importante, c'est savoir que là, par exemple, on a la question d'une allergie. Globalement, quel est le secteur culturel, enfin, quelle est la forme artistique où vous êtes le plus étranger? Et ils ont tous répondu à 87% l'opéra. Pas de chance pour l'opéra. Donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là? Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien? Ou est-ce qu'on va travailler à une proposition
de rencontres avec un chanteur, une chanteuse, avec les visites des coulisses de l'opéra. Comment est-ce qu'on rentre progressivement dans ces formes-là? Quelles sont les codifications? Ça, c'est des choses qu'on peut proposer. Donc voilà. Et tout ça, ce n'est pas forcément payant. C'est-à-dire que les structures culturelles avec lesquelles on travaille globalement ont toute une série d'actions de médiation et de propositions. C'est comment est-ce qu'on donne des raccourcis, des possibilités de travailler ensemble, de trouver des convergences et puis de mettre en place un plan raisonné. C'est pour ça que je voulais... Oui, ça répond à ta question. Mais c'est un vrai enjeu, en fait, effectivement. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui dépasse la RSE, parce qu'on est sur en fait, de l'émancipation en entreprise, sur la question de la connaissance, de l'accès à la culture. Et c'est vrai que moi, je voulais insister là-dessus, vraiment sur ces questionnaires-là. C'est comment en fait on va vraiment en profondeur sur les loisirs, les pratiques culturelles des salariés et comment en fait c'est ce qu'on a déjà dit mais comment ces pratiques-là privées finalement entrent en résonance avec des pratiques qui peuvent être collectives, comment un salarié qu'on avait en entretien est à côté d'un collègue et découvre que ah bah oui mais toi aussi tu fais des couteaux mais t'as une forge, ah bon mais et en fait ça, voilà. Et en fait, il y a des effets de lien, de boule de neige et une valorisation aussi des compétences en interne qui est hyper important. Et voilà. Et c'est vraiment ce questionnaire-là qui est très très long, qui fait un peu peur, mais qui permet finalement aussi de détailler tout ça, quoi. Et après, c'est l'entretien. C'est vraiment l'entretien individualisé où on va, en fait, on va discuter, on va essayer de creuser, on va axer sur des choses qui ne sont pas forcément dites aussi dans les questionnaires. Et voilà. Et de tout ça, on a une grande manne. On la met en relation avec Pascal, avec les envies. Et puis en fait, après, on propose quelque chose qui a du sens, quoi. Ça prend combien de temps à peu près tout le dispositif du diagnostic jusqu'à la mise en place et l'écriture d'une politique culturelle à peu près? C'est assez long. Là, quand est-ce qu'on t'a rencontré? Ouais, septembre. On s'est rencontrés en septembre. Oui, je pense, septembre. Mais après, il a fallu mettre le planning de la rencontre. Donc, c'est 2 semaines après. Ouais. Et après, le questionnaire où on a laissé 2 ou 3 semaines aux salariés pour répondre. Mais il fallait vraiment fixer une date. Parce que si on n'avait pas fixé une date, c'est bien, je ferai ça la semaine prochaine. Ça, c'est impératif, fixer la date de fin de questionnaire. Et vous avez demandé peut-être 3 semaines après encore pour le bilan. Donc on arrive à la fin d'année, donc septembre, octobre, novembre. C'est ça. Il faut 3 mois. En gros, on a passé, on a fait 4 demi-journées de série d'entretiens. Donc là, répartis sur 2 semaines. Après, il y a un temps de synthèse, etc. Donc oui, on est bien sur 4 mois. Et c'est que fin janvier qu'on va présenter le plan d'action global, quoi. Mais qui a vocation à aussi entrer en discussion avec les salariés. Donc si ça se trouve, ça mettra encore... Mais voilà, on est à peu près sur ce timing-là. D'abord, c'est du très long terme. On parlait de 2 ans, 3 ans. Pour moi, mais c'est jusqu'à la fin de la société. Et comme il n'y a pas de fin, ça ne se finira jamais, en fait, c'est tout. Donc, le timing, entre guillemets, je m'en moque. C'est l'intérêt qu'ils ont trouvé aujourd'hui. C'est ce qu'on disait. Ils ont fait du sport ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils font du sport ensemble. Ils font maintenant des fêtes ensemble. Parce que les fêtes de famille, bien sûr, ils se croisent et puis ils le font ensemble. Et là, ils vont faire de la culture ensemble. Et ça, c'est nouveau. C'est vrai que celui qui travaille dans une forge, la forge c'est de l'art, en fait. Lorsqu'on va jusqu'au bout, c'est une association où il travaille. Il a hâte de nous faire visiter ces lieux et de nous expliquer l'histoire de la forge. Et cette passion, il va se défouler, parce que je suis sûr que c'est un gars qui a ça en lui. Et il va le présenter, et peut-être que d'autres iront faire de la forge avec lui, et puis ils iront taper leur marteau, et puis voilà. Ça va les défouler encore. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question peut-être pour Nantes Métropole Culture sur quelque part les critères. Y en a-t-il de sélection d'une structure qui peut faire partie
du dispositif. Là, on a 2 cas d'école avec des entreprises finalement qui sont dans des secteurs distincts, des tailles distinctes. Est-ce que tout ça fait partie de critères? Moi, je trouve que la force du dispositif, elle est probablement énorme. On est très loin, je trouve, justement, des modèles qu'on plaque type start-up où on se dit, bah, si je mets un flipper dans l'entrée, ça va être super. Il va y avoir de la cohésion. Là, on part de ce qui fait vibrer les gens et on se dit, peut-être qu'avec ça, on va créer autre chose, du bien-être. Donc, moi, je trouve le dispositif duplicable à l'infini, mais j'imagine que vous avez quand même peut-être des critères pour démarrer, ou en tout cas pour adresser le sujet pas à pas. Ça fait plaisir d'entendre que vous sentez qu'il y a un potentiel, parce qu'en fait, on croit que c'est ça. Alors après, qui peut mettre ça en place, à mon avis? C'est les collectivités, globalement, sont le lieu. Il nous reste 5 minutes. Sont le lieu, puisqu'en fait, on est vraiment sur la capacité à avoir une photographie immédiate en fait, de l'actualité artistique ou de l'actualité culturelle et de l'ensemble des événements. Alors bien sûr, ça pourrait être fait ailleurs, mais je pense que le lieu est là. Ensuite, comment est-ce qu'on choisit les entreprises? À un moment, il faudra que les collectivités décident ou non, si ça correspond en fait à une volonté de dynamiser le territoire, et si jamais au sein de la RSE, on peut créer une norme supplémentaire qui permettrait de prendre en compte davantage en fait, ces questions pour que ça devienne une réalité pour chaque entreprise. Sur la taille des entreprises, là, j'avoue que c'est un peu... il y en a 23 qui étaient partantes. Pascal était le plus rapide. Non, Magali était rapide, mais elle ne peut pas pu le mettre parce que c'est entreprise à mission, voilà, donc elle était en plein dans ce calendrier-là. Et Pascal, qui est très rapide aussi, donc ils ont sauté dessus, donc on a pris. Hein. Mais globalement, on était vraiment plutôt favorable. On a trouvé que la taille était raisonnable, en fait. Était raisonnable. Après, si jamais on travaille sur des grands groupes, parce qu'il y en a quelques-uns à plus de 500 salariés là, qui ont répondu positivement et qui ont envie de le mettre en place, comment est-ce qu'on peut appliquer ça? C'est justement ça qu'on va essayer de modéliser nous, sur les temps qui viennent, parce qu'on peut très bien le découper en filiales, on peut le découper en secteurs à l'intérieur, et ça peut contribuer à l'écriture d'un plan RSE culture au sein de l'entreprise. Donc oui, de toute façon, il faudra fragmenter, il faudra faire des morceaux, ça ne pourra pas s'appliquer partout, mais il faudra que... on trouve des protocoles adaptés à chaque taille. Voilà. Et pour les entreprises qui n'ont pas d'argent aussi, il faut trouver des solutions. Hop. C'est fini. C'était la conclusion. Merci beaucoup.